Salut les geeks, entre deux cuissons de petits gâteaux, je vais vous parler de l'année 1981 chez Marvel. Ah bah t'as bien choisi ton jour pour faire des gâteaux. La maison des idées a toujours vendu ses comics dans les kiosques à journaux ou dans les vieilles épiceries. Mais depuis 1976, des librairies spécialisées ont conforté ces ventes. Marvel s'appuie donc à présent exclusivement sur ces dernières pour vendre ses mensuels à l'image du magazine Hustler, qui est le premier pari réussi par Marvel puisque le comics sera vendu 428 000 exemplaires. La stratégie est payante puisque Marvel domine alors le monde des comics dans cette belle année 1981, année qui nous a quand même pondu quelques chefs-d'œuvre cinématographiques comme Les Aventuriers de l'Arche perdue ou Le Loup-garou de Londres, c'est pas de la merde. Spider-Man est toujours la star incontestée et prend dans sa toile toujours plus de fans. Ah c'est drôle ça. Dans Amazing Spider-Man numéro 212, les lecteurs font la rencontre humide d'Hydro-Man, la version liquide si vous voulez de l'homme des sables. Il lui ressemble vachement d'ailleurs puisqu'il porte un t-shirt noir et un jean moulant. Un petit peu comme toi, zombie. Nous autres lecteurs français, nous avons découvert Hydro-Man dans le Strange 167 de novembre 1983. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans le Strange 173, en mai 1984, Hydro-Man et l'Homme des Sables fusionnent pour devenir une gigantesque créature bizarre, épisode tiré de The Amazing Spider-Man numéro 217 de juin 1981. Ah ouais, ils l'ont joué au remake de King Kong d'ailleurs. Spider-Man qui va s'associer à Namor dans The Amazing Spider-Man numéro 214 pour affronter les Terrifiques et se prendre une vraie branlée dans le numéro 215. Épisode exaltant que nous avons pu lire dans le Strange 170 et le Strange 171. Tu trouves ça exaltant, ils se font péter la gueule et toi tu trouves ça exaltant. Bah oui, Iron Man lui affronte le Docteur Fatalis et la Fée Morgane dans The Invincible Iron Man numéro 150, un épisode épique se déroulant à la cour arthurienne que nous avons lu dans Strange 153. De même, dans le Strange 156, nous avons pu découvrir l'armure furtive noire d'Iron Man qui s'inspirait de celle des avions furtifs espions américains. Dans The Incredible Hulk numéro 258, le colosse de Jade affronte l'équivalent des Vengeurs, sauf que là, ce sont des super soldats soviétiques composés d'une bébête velue ressemblant à un ours surpuissant, la nébuleuse noire alias Darkstar, qui m'a toujours fait kiffer. Oh, you touch my tra-la-la. J'en étais où moi? Ah oui, il y avait donc aussi Vanguard, un peu cliché avec sa faucille et son marteau. Ah là là, la vision américaine des soviets m'a toujours amusé. Et enfin, une cinquième dynamo pourpre. Faut croire que cette armure se porte mal ou protège pas vraiment. Ouais, en plus c'est pas très saillant. Puisque l'on parle des Vengeurs, une nouvelle méchante apparaît dans The Avenger annual numéro 10. Il s'agit de la malicieuse Malicia, la mutante qui a le pouvoir d'absorber les pouvoirs et la personnalité de ceux qu'elle touche. Mais aussi leurs souvenirs. Oui, c'est vrai. Dans cet épisode, Malicia attaque par surprise les Vengeurs afin d'absorber leurs pouvoirs pour libérer les autres membres de la confrérie des mauvais mutants prisonniers à Rikers Island. On a pu lire ça dans le Special Strange Origins 238 en octobre 1989. Moi, j'aime pas les dessins. Malicia est un personnage complexe qui n'a rien à voir avec cette absurde nénette que nous avons pu voir dans le film X-Men. La minette attirée par Wolverine m'a toujours défrisé le costume. Dans la BD, Serval ne peut pas la voir au début, et même il s'en méfie. Ça n'a pas été gâteau pour Malicia. En parlant de petits gâteaux, tu surveilles les tiens? Ouais, t'inquiète, c'est bon, j'ai encore quelques minutes. Au registre des premières apparitions, c'est au tour d'Electra, l'amour de jeunesse de Matt Murdock, d'apparaître dans Daredevil numéro 168. Un épisode écrit et dessiné par Frank Miller, que nous avons lu en France dans Strange 165 en septembre 1983. J'ai relu spécialement cette histoire pour préparer la vidéo, et alors là, je m'excuse, mais merde. Mais pourquoi? Ces dessins sont vraiment nuls, je supporte pas. Eh, faut te calmer, zombie. Non, désolé, je me suis un peu en porte-bordel que j'aime pas les dessins de Frank Miller. Oui, bon bah on a compris. Et ne comptez pas sur moi pour vous parler des deux films où elle apparaît, le Daredevil de 2003 ou Elektra en 2005. C'est au-dessus de mes forces. Mais on te le demande pas, man. Bref, Elektra et Daredevil affrontent un groupe de ninjas appelé la Main, qui sait bien se battre et maîtrise la magie noire dans Daredevil 174, que nous avons pu lire dans Strange 172. Épisode où le caïd embauche la Main pour assassiner Matt Murdock. S'il vous plaît, est-ce que je peux arrêter de parler de ces épisodes? Je supporte pas le travail de Frank Miller. Et bah alors passe à autre chose, va pas te rendre malade pour ça. Merci, c'est gentil. T'as qu'à nous parler des X-Men. Ah, les X-Men, c'est toujours du lourd à cette époque. Avec la mort du Phénix dans The Uncanny X-Men 137 de septembre 1980 et le départ de Cyclope dans The Uncanny 138 en novembre 1980,
1980, il fallait pouvoir rebondir avec des aventures toujours aussi intéressantes en 1981. Et c'est là où on voit tout le talent de Claremont et de Byrne qui ont poursuivi dans le spectaculaire. Day of Future Past, tiré de The Uncanny 141, est une pure merveille. Cet épisode, lu dans Special Strange 35 et 36, est certainement l'un des meilleurs épisodes des X-Men. Les Sentinelles dominent le monde dans une réalité alternative. Elles ont éradiqué les plus puissants mutants et elles traquent les derniers. Parmi eux, Serval et Kitty préparent la contre-attaque. Cet épisode voit l'apparition de Rachel Summers, la fille de Cyclope et de Jean Grey. Cette mutante, au pouvoir télépathique, sera plus tard membre d'Excalibur, l'équipe britannique. C'était dans Titan, ça, hein? Ouais. Ouais, j'ai pas accroché. Oui, mais on s'en branle de ton avis. Ah bah d'accord, toujours aussi sympa. Enfin, évoquons en décembre 1981 le contrat signé avec DC Comics pour produire des titres en commun. On se souvient qu'en 1976, les deux maisons avaient réalisé Superman contre Spider-Man, dont j'avais parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Je ne vous mets pas le lien car personne ne va voir mes anciennes vidéos. Ouais, l'autre, il nous fait sa petite crise. Les deux maisons vont donc réaliser un nouveau Superman et Spider-Man dans Marvel Treasure Edition numéro 28 que nous avons pu lire chez Lug dans l'album de l'araignée numéro 14, intelligemment appelé Superman et Spider-Man en janvier 1982. Cette année-là, il y aura également un Batman contre Hulk. Que ton cousin t'a toujours pas rendu au passage? Oui, ça c'est vrai. Et l'année suivante, en 1982, un X-Men et les Jeunes Titans qui sortira comme 5e album des X-Men chez Lug en 1985. Un album qui a péri dans l'inondation de ma cave, Ah tiens, lui aussi? mais dont j'ai pu enfin remettre la main grâce à une réédition de Scénic en mai 1996. Voilà, hein, on le voit bien là, on le voit bien, voilà. Voilà, cette chronologie marvelienne consacrée à l'année 1981 est terminée, j'aurais pu vous en dire plus, mais je n'ai pas le temps, j'ai des petits gâteaux qui vont brûler dans le four. Ah ouais, il y a comme une odeur là. Alors, je vous laisse, à bientôt les geeks. Ouais, Putain, les salut. petits gâteaux, ils ont brûlé. Ah mais ça va, moi je te l'avais dit que tu pouvais pas faire une émission et Putain, mais enregistrer en ta gueule, même mais temps. jamais aidé, toi. Tu vois, une vie pas logique, mon pauvre gars. Ce qui est pas logique, c'est que ta mère, elle a pas pris la pilule. Ah non mais putain, mais ça va. Ah non, mais ça brûle, Ouais, là, bah oh. démerde-toi.